Parce que tout peut péter demain, j'apprendrai à prendre soin. Alors tiens ma main dans le silence et on va tenter la chance. Allô, je m'appelle Charles-Auguste, en direct de ma chaise berçante, mais je vous promets que je bercerai pas parce que ça me ferait avancer et éloigner du micro. En direct de ma chaise berçante pour ce deuxième épisode du podcast Prendre soin. J'espère que je vous trouve fringant, j'espère que je vous trouve pétant le fire, j'espère que je vous trouve regardant un coucher de soleil avec un petit sourire au coin. Moi, ça va pas pire. Je vous dirais que, les dernières nuits ont été tough là, à cause de mon changement de médication. Mais aujourd'hui, j'ai passé toute la journée à dormir, puis je commence à regagner du poil de la bête. J'avais envie aujourd'hui de vous raconter un petit peu, rapidement, mon histoire de vie avec la douleur chronique. Tout ça a commencé quand j'étais en secondaire 4. J'ai commencé à étudier au Conservatoire de musique de Québec, en guitare classique. Et quand tu étudies au conservatoire en musique, il faut que tu pratiques beaucoup. Puis quand tu penses que tu as déjà pratiqué assez, tu n'as pas assez pratiqué, il faut que tu pratiques encore un peu. Et ça fait que ben du monde finisse par développer des douleurs physiques. J'ai vu beaucoup de gens qui se sont fait faire opérer les poignets pour les tunnels carpiens. Beaucoup de monde font de la physio. Être un musicien professionnel ou même étudier pour devenir musicien professionnel, c'est comme être un sportif, là. Ton corps en prend une méchante claque et il faut faire vraiment attention. À l'époque, je faisais pas assez attention. J'avais quitté la campagne où, ici, je faisais beaucoup d'activités physiques. Je sautais sa trampoline constamment. J'allais jouer au hockey au village, genre 5 soirs par semaine avec mes amis pendant le secondaire. Juste les cours d'édu à l'école, je bougeais constamment, je faisais pas beaucoup d'ordinateur, fait que ma santé était bonne. Mais quand je suis arrivé à Québec, là, je me suis retrouvé dans un contexte complètement différent où, au début, en secondaire 4 et 5, je suis pas arrivé à Québec, là, j'étais encore à la campagne, puis j'allais prendre mes cours au conservatoire en faisant de la route. Mais quand je suis arrivé au cégep, là, j'ai commencé à étudier vraiment à temps plein au conservatoire. Et j'ai commencé à avoir mal au dos. Au début, j'avais mal au dos quand je pratiquais 6 heures. Après ça, dès que je pratiquais 1 heure, ça commençait à me tirailler, puis là, j'allais bouger un petit peu. Puis éventuellement, je me suis mis à avoir mal tout le temps. Puis à l'époque, j'avais jamais entendu parler de la notion de douleur chronique, qu'on appelle aussi maintenant douleur persistante. Je vous glisse un petit mot par rapport à ça parce que ça va être quelque chose auquel je vais revenir souvent, étant donné que c'est vraiment ancré dans mon expérience. La douleur chronique, par opposition, on pourrait dire, à la douleur normale, n'est pas une douleur qui fait simplement nous informer qu'il y a une blessure dans notre corps ou qu'il y a une lésion dans notre corps. La douleur, entre guillemets, normale, sa mission, c'est un signal d'alarme. C'est un peu comme l'alarme d'incendie. S'il y a un incendie qui est détecté, l'alarme d'incendie part pour amener la conscience des personnes dans la maison à mettre en place des mesures pour se protéger. Eh bien, quand tu te cognes le genou, l'alarme d'incendie part dans ton genou pour te dire « Hey, prends soin de ton genou, mon ami, ça vient de faire mal, puis si ça continue encore à faire mal, tu devrais peut-être aller faire le checker par le médecin. » Là, fait que la douleur, c'est une information que le cerveau génère en fonction des signaux qu'il reçoit de son corps. Et le cerveau va considérer une panoplie de facteurs pour décider si le signal de douleur qu'il nous envoie doit être un peu petit ou un peu beaucoup ou passionnément intense. Là. Et dans ces facteurs-là, il y a la dangerosité ou la sécurité perçue de la situation, il y a notre niveau de fatigue, l'état global de notre système nerveux, il y a la charge émotionnelle associée à la situation aussi. Il y a une panoplie de facteurs qui rentrent dans la ligne de calcul pour voir
est-ce que notre cerveau nous envoie de la douleur, puis à quel niveau? Et ce mécanisme-là va bien la plupart du temps, dans le sens où, quand on guérit, la douleur arrête. Parce que le corps réussit à comprendre qu'il n'y a plus de menace, et donc on n'a plus besoin d'avoir de signaux de douleur. Cela dit, le cerveau nous joue parfois des tours. Et il y a des douleurs qui, lorsqu'elles se prolongent, souvent le chiffre que j'ai lu dans la littérature scientifique, c'est officiellement là, plus que 3 mois, mais on s'entend qu'en réalité, il y a de la variabilité là, de personne en personne, mais si tu as mal à la même place pendant, on va dire, 3 mois ou plus, il y a des chances que ton cerveau finisse par développer autour de ce signaux de douleur une sorte d'adaptation, une sorte de modification neuroplastique. Vous savez, la neuroplasticité, c'est la capacité de notre cerveau à s'adapter à différents contextes et à se modifier en fonction de l'usage qu'on en fait. Eh bien, pour le dire très simplement, après 3 mois de douleur à même place, le cerveau humain va souvent, malheureusement, commencer à avoir le piton collé. Ce qui veut dire que le signal de douleur qui, au début, nous informait d'une lésion réelle ou potentielle dans notre corps, maintenant, ne nous informe plus de rien parce qu'en réalité, c'est vraiment juste comme si le piton était collé. C'est l'équivalent que quand tu es chez vous, puis si tu fais brûler des toasts, ben là, ton alarme d'incendie va partir, puis là, ça va devenir très désagréable parce que ça va être bien fort. Mais si tu vas en avant de l'alarme de feu, puis tu shakes un petit linge à vaisselle pour envoyer de l'air dessus, bien éventuellement, elle va arrêter. Puis tu vas faire « Oh, phew, OK ». Parce qu'avoir une alarme de feu partie dans ta maison quand il n'y a pas de feu, puis tu as juste fait brûler une toast, c'est lourd, c'est dur d'avoir une alarme de feu partie. Eh bien, moi, c'est comme si je fonctionnais depuis 18 ans dans une maison avec l'alarme de feu partie en permanence. Vous comprenez pourquoi, une fois de temps en temps, j'ai besoin de ma bulle. C'est pas facile pour le système nerveux, là. Et donc, la douleur neuroplastique est cette douleur qui n'est pas d'abord causée par une lésion, n'est pas d'abord une information nous informant d'une lésion dans notre corps, mais bien un problème ou un bug dans les mécanismes de régulation de la douleur dans notre système nerveux. Avant, on appelait ça de la douleur chronique. Maintenant, dans plusieurs domaines, les gens appellent ça de la douleur persistante parce que c'est comme si l'expression douleur chronique pouvait être un petit peu décourageante vu qu'on a l'impression que ça va être pour toujours et donc il n'y a pas de possibilité de guérison. Alors que persistante, on dirait que ça montre que ça persiste, mais ça pourrait un jour guérir. Je veux pas vraiment d'opinion par rapport à ça. Dans mon cas, étant donné que ça fait genre 15 ans que j'ai utilisé douleur chronique avant qu'on m'apprenne qu'on était en train de changer de mot, je pense que je vais utiliser souvent douleur chronique, mais douleur persistante, c'est la même chose. Et donc, dans mon cas, à l'époque, au Conservatoire de musique de Québec, j'ai pris des actions pour essayer de limiter la douleur dans mon corps. Je fais de la natation, je fais de la physiothérapie. J'ai rencontré une tonne de spécialistes, des chiropraticiens, des physiatres, des posturologues, un chirurgien orthopédique, des tonnes d'ostéopathes, hypnothérapeutes, des acupuncteurs, acupunctrices, des massothérapeutes, des kinés, des travailleurs sociaux, des éducateurs spécialisés, des ergothérapeutes. Je pourrais continuer la liste, là, mais ça, c'est juste ceux que j'ai vite de même dans mon cerveau. J'ai été chercher beaucoup de soins, justement, et de support de l'extérieur. Et pourtant, la douleur persistait. Je n'étais pas capable de faire descendre la douleur. Et d'année en année, je vous dirais que non seulement elle persistait, mais elle s'amplifiait. Elle prenait de plus en plus de place dans ma vie, de plus en plus de place dans ma psyché, de plus en plus de place dans mon système nerveux, malheureusement. Et d'année en année, j'ai fait des adaptations pour essayer d'orienter ma vie dans une direction qui était davantage au service de mon bien-être. Si on oublie, mettons, les traitements en tant que tels, puis l'activité physique en tant que telle, puis la physio en tant que telle, puis on regarde juste les autres adaptations,
Une des grandes choses que j'ai faites, c'est que je suis resté plusieurs années en guitare. Puis après plusieurs années, au milieu de mon bac en guitare, j'ai fait OK, non, ça, là, ça marche plus pas en tout. Je vais essayer de prendre un instrument de musique qui est plus respectueux de mon dos. J'ai regardé les instruments possibles, puis un qui était possible pour moi que je pouvais transférer, c'était la composition. Fait qu'au Conservatoire de musique de Québec, j'ai lâché la guitare, j'ai transféré en composition, puis j'ai fait un autre 2 ans, 3 ans en composition, encore là, le 3 quarts de bac. Puis celle-là non plus, je l'ai pas fini, parce que j'ai fini par avoir tellement mal que même de la composition, je n'étais plus capable de le faire. Parce que, bon, composer, à la limite, tu peux le faire en marchant sur le bord du lac, mais il faut que tu écrives des partitions maintenant. Puis la partie écrire des partitions, c'était à l'ordinateur, puis c'était rendu trop difficile pour moi. J'ai donc lâché la composition, puis j'ai transféré à l'Université Laval dans un autre bac, dans un autre instrument, qui est, à mon avis, l'instrument qui est le plus respectueux du corps et de la santé de tous les instruments qu'on peut étudier dans une université ou un conservatoire québécois, qui est le chant. Donc j'ai transféré en chant. Souvent, la philosophie en chant prend plus en considération la santé et le rapport au corps, étant donné que le corps, c'est ton instrument. Donc, tu n'as comme pas le choix d'en prendre soin, sinon tu vas voir tout de suite l'impact. Et donc, en chant, j'ai pu prendre soin davantage de moi en étudiant. À ce moment-là, j'étais rendu à l'Université Laval en chant pop jazz. Et encore là, j'ai fait un 3-4 ans. Ça, c'était beaucoup mieux adapté à mes besoins, surtout que mon professeur à l'époque en chant avait vraiment une grande empathie par rapport à ma situation parce que lui-même vivait avec des douleurs chroniques, puis il était vraiment prêt à me supporter là-dedans. Mais encore une fois, j'ai fait le 3 quarts de mon bac, puis je ne l'ai pas fini victorieux. J'ai eu tellement mal à la fin que j'ai lâché 6 mois avant la fin de mon bac. Et à ce moment-là, ce n'était plus seulement la douleur physique. Parce que pendant les 7-8 premières années de ma douleur chronique, j'étais une personne qui avait une bonne santé mentale, mais qui avait juste vraiment mal au dos. Mais après 7-8 années de douleur chronique au quotidien, ma santé mentale aussi a commencé à prendre un coup. Et pas à prendre un coup dans le sens à boire, là, mais a commencé à prendre un coup à être plus difficile. Et là, je commençais à faire de l'anxiété et de la déprime, des épisodes dépressifs. Et c'est la combinaison entre les défis de santé physique et les défis de santé mentale qui ont fait que je n'ai pas été capable de finir mon 3e bac en musique que j'avais commencé. J'ai droppé ça et je suis retourné habiter chez mes parents à la campagne pendant 6 mois. Les 3 premiers mois, j'ai juste dormi, mangé des yogourts aux fruits, puis écouté tout le monde en parle. Puis après ça, j'ai commencé à travailler un petit peu à rénover une genre de tiny house avec mon père. Puis ça m'a comme remis un peu en forme. Puis après ça, je suis retourné à Québec. Et après ça, j'ai commencé à explorer plein d'avenues professionnelles possibles qui étaient en cohérence à la fois avec mes valeurs profondes. Ça tourne autour justement de prendre soin de l'être humain, de la connexion. Donc, j'ai travaillé comme professeur d'éveil musical à Jeunes musiciens du monde, donc un organisme québécois qui donne des cours de musique gratuits à des enfants qui sont dans des situations un peu plus de précarité. Ça fitait vraiment avec... Dans le fond, c'était prendre soin par la musique, littéralement. Après ça, plus tard, j'ai donné des cours de musique dans un programme spécifique pour les enfants autistes à l'école de musique Archemuse. Encore là, designer un programme de musique, d'éveil à la musique pour les enfants autistes, c'était très cohérent avec mes valeurs parce qu'on était profondément dans le soin. Les enfants avaient des besoins particuliers auxquels j'avais à cœur de m'adapter, puis d'essayer de comprendre qu'est-ce qui leur ferait du bien, puis qu'est-ce qui leur permettrait d'avoir du plaisir, puis de s'épanouir avec la musique. Et de fil en aiguille, tranquillement, un jour, il y a une amie qui me parlait de la communication non violente ou communication consciente. À l'époque, moi, j'avais beaucoup de rendez-vous en psychologie. J'étais accompagné par, entre autres, une psychologue spécialisée en psychologie de la santé. Fait que c'est des psychologues qui accompagnent des gens qui ont des problèmes de santé, sida, cancer, diabète,
n'importe quoi qui crée des grosses charges émotionnelles, des deuils dans la vie, une restructuration de ses relations personnelles, etc. Et qui accompagne les gens en lien avec les défis psychologiques associés à leurs problèmes de santé. Et cette psychologue-là m'était arrivée un jour avec une question. Charles, c'est quoi les émotions que tu as vécues cette semaine par rapport à ta douleur? Puis là, moi, je me disais, lundi, j'allais quand même pas pire, mais en après-midi, ça a été tough. Mardi, avant-midi, j'allais bien, après-midi, j'allais pas bien. Mercredi, j'allais pas bien toute la journée. Pour moi, les émotions, c'était juste aller bien ou pas bien. C'était ça mon registre émotionnel. Et là, elle m'a donné une feuille avec une tonne d'émotions. Puis là, j'ai fait, ah, OK, il y en a plus que deux. C'est pas juste bien ou pas bien. Et j'ai commencé tranquillement à m'ouvrir au monde des émotions. Qu'est-ce que ça voulait dire? De quoi ça m'informait en moi que je vive telle ou telle émotion? Et par le plus heureux des hasards, quelques mois après, j'ai une amie qui s'appelle Flavie, que je remercie profondément, qui prenait une formation en communication consciente à Sherpa, à Québec. Donc, Sherpa, tous ceux qui habitent à Québec connaissent sûrement, là, c'est un organisme qui vient en aide aux personnes qui ont des poly-défis dans leur vie, là, des défis avec le logement, des défis économiques, des défis avec l'employabilité, des défis avec l'itinérance, etc. Puis qui supportent ces personnes-là pour retrouver de la sécurité et de la stabilité dans leur vie, puis regagner confiance en eux et elles. Et dans le cadre des formations que les participants et participantes à Sherpa pouvaient prendre, il y avait une formation en communication consciente et elle était ouverte aussi aux membres du grand public par intérêt de mixité sociale, qu'on puisse se rencontrer un petit peu tout le monde là-dedans. Et donc, j'ai commencé à prendre cette formation-là qui était à 1 heure de monde qui n'ont pas de job et qui sont hors de la société, là, genre mardi avant midi, de 9h à midi. Et là, j'ai pogné quelque chose. J'ai vraiment pogné quelque chose parce que moi, depuis toujours, aussi longtemps que je me souvienne, j'ai été un grand tripeux de transparence, d'authenticité, de vulnérabilité. J'aime tellement ça quand les gens me parlent avec authenticité. Il y a une phrase qui m'inspire beaucoup, que je me répète d'un bord puis de l'autre, qui est une phrase du philosophe français André Comte-Sponville. Je vous lis la phrase. « J'aime les gens qui parlent comme on se déshabille, non pas pour se montrer, comme croient les exhibitionnistes, mais pour cesser de se cacher. » J'avais donc ce profond désir de transparence dans ma vie et de connexion profonde, mais je m'étais rendu compte que quand j'essayais d'être transparent ou authentique avec les gens qui m'entourent, ça ne donnait pas nécessairement toujours l'impact souhaité. Moi, l'impact souhaité, c'est que la personne devant moi fasse « Wow, hey, merci de m'avoir partagé ça, ça me touche, puis je suis content que tu te permettes d'être aussi transparent, puis ça me donne envie, moi aussi, d'être transparent ou transparente. » Ça, c'est l'impact souhaité, de la connexion. C'est ce que je voulais. Mais des fois, je me rendais compte que malgré toute ma bonne foi et mon désir sincère de connecter avec les autres de manière transparente, il m'arrivait que quand j'étais transparent, c'était pas confortable pour l'autre. Mon expression transparente, quoiqu'elle avait effectivement la vertu de l'authenticité, n'avait pas nécessairement la vertu de la douceur ou d'un impact confortable pour l'autre. Et j'ai trouvé dans la communication consciente, d'abord, une approche qui m'a permis de réconcilier en moi ces deux parts. Une qui avait tellement envie de bienveillance, qui mettait la bienveillance plus haut que tout, et une qui avait aussi envie de transparence. Et j'ai trouvé dans la communication consciente une approche, une vision, une philosophie qui m'a vraiment aidé à me permettre d'incarner plus la transparence d'une manière qui est le plus bienveillant possible. Et donc, j'ai commencé à triper parce que je me dis, wow, OK, moi j'aspire à vivre des connexions profondes avec les gens et je vois qu'il y a des gens qui ont déjà réfléchi à ça. Comment faire pour nous aider à vivre des connexions profondes?
Comment faire pour créer des relations authentiques? Et j'ai commencé à triper. Et depuis ce temps-là, la communication consciente prend une place dans ma vie qui est croissante. Je dirais qu'elle est vraiment au cœur de ma vie. Et autant de ma vie personnelle et maintenant même professionnelle. Ça fait peut-être 12 ans que j'ai commencé à me former et ça fait maintenant 3 ans que ma carrière a été réorientée vers la communication consciente. J'ai grosso modo lâché le domaine de la musique professionnelle et professionnellement maintenant, je donne la formation en communication consciente parce que quand j'ai participé à ces formations-là, ce que je me disais dans la tête à toutes les secondes, c'était mais qui veut faire une autre job que ça dans la vie? C'est tellement la meilleure job. Se retrouver, pas besoin de technologie, pas besoin d'écran, pas besoin de n'importe quoi, se retrouver dans un local avec 20 autres êtres humains et les aider à s'exprimer, à respecter leurs limites, à se connecter, à cultiver l'empathie, à s'écouter d'une manière respectueuse de la responsabilité, des émotions et des besoins de chacun. Je mettais et je mets encore cette pratique de faire rayonner la communication consciente au plus haut dans mes priorités de vie. C'est pas plus important que passer du temps avec ma petite nièce, ça on s'entend. Mais mettons qu'une fois que tu enlèves passer du temps à essayer de donner des cours de musique à ma petite nièce, mettons là. Je dis petite nièce, mais c'est ma nièce, là. Mais elle est petite, mais c'est ma nièce. Quand j'essaie de lui donner des cours de musique, elle est comme non, c'est moi qui veux te donner des cours. Fait que ça marche pas très bien. Fait que ça, c'est comme l'affaire la plus importante dans ma vie, essayer de donner des cours de musique à ma nièce. Mais après ça, faire rayonner la communication consciente, j'en démarre pas. C'est tellement ça qui me tente. Et ce podcast s'inscrit là-dedans aussi, dans le sens où l'attention humaine en 2026 est orientée d'une manière disproportionnellement élevée vers des petits vidéos absolument... Attends un peu, faut pas que je sois méchant, là. Vers des petits vidéos sur les réseaux sociaux qui, quoi qu'ils nourrissent clairement certains besoins, pour moi, ne permettent pas de nourrir des besoins de connexion profonde avec les autres, mais aussi connexion à nous-mêmes. Là. Quand je suis en train, et puis moi aussi j'en écoute là, des petites vidéos de 8 secondes sur mon téléphone, je ne suis pas connecté à moi-même à ce moment-là, on s'entend. Là. Et on est dans un environnement attentionnel où prendre soin n'est vraiment pas une priorité. On est dans un environnement attentionnel dans lequel la communication consciente a besoin d'aide pour rayonner. Ben moi, je suis là. Je veux donner un coup de main à la communication consciente pour rayonner. Ce podcast fait partie complètement de mon plan concret pour faire connaître et faire rayonner la communication consciente au Québec. On se parlera des autres étapes de mon plan bientôt, une autre fois. Et donc, vous qui êtes ici, qui écoutez ce podcast, peut-être qui me connaissez par la chorale que je dirigeais, peut-être vous me connaissez par les groupes d'hommes que j'organisais, peut-être que vous me connaissez par mes formations en communication consciente auxquelles vous avez participé. Vous qui êtes en train d'écouter ce podcast, je vous salue. Ça me fait plaisir que vous soyez là. Puis, si vous êtes là, c'est sûrement parce que vous êtes intéressé à prendre soin davantage de vous et des autres. Ben, crime, tant mieux. Honnêtement, on a besoin de monde comme vous autres dans notre société. Fait que je veux juste reconnaître que vous êtes là, puis c'est quelque chose qui vous intéresse. Sinon, vous ne seriez pas au 2e épisode. Vous êtes dans ma gang. Si ça vous intéresse ça, là, vous êtes dans mon équipe. On est en équipe, puis on va œuvrer à adoucir un petit peu, pacifier un petit peu les rapports humains. Rapport aux autres et rapport à nous-mêmes. Pendant bien longtemps, je m'intéressais à la communication consciente, d'abord par l'angle du rapport aux autres. Comment s'exprimer aux autres, comment respecter ses limites, comment faire des demandes. Puis plus ça va, plus, et c'est aussi en lien avec les nouvelles formations auxquelles je participe comme étudiant, plus je m'intéresse au rapport à soi et la communication avec soi, la relation avec soi. C'est quelque chose qui m'a semblé très longtemps un peu ésotérique et
comme impalpable, un peu trop conceptuel. La communication avec soi-même. Qu'est-ce que ça veut dire? Dans ma tête, je communique avec moi-même, là, j'ai pas besoin de... Puis depuis 6 mois, depuis que j'ai pris ce pas de recul dans ma vie pour ralentir mon rythme de travail et passer beaucoup de temps devant le feu de bois dans la maison de mon frère en campagne, je commence à catcher un petit peu plus qu'est-ce que ça veut dire, la communication avec soi-même. Qu'est-ce que ça veut dire et qu'est-ce que c'est concrètement? Et on va se parler de ça parce que j'ai l'impression que c'est quelque chose qui manque, encore une fois, cruellement dans nos sociétés. Puis je ne vais pas le formuler quelque chose qui manque, c'est une formulation à la négative, on va essayer de le formuler autrement. Nos sociétés modernes gagneraient énormément en guérison si on prenait un petit peu plus de temps et d'attention et de soins pour améliorer la relation avec nous-mêmes. Donc, on va parler au cours des prochains épisodes qu'est-ce que ça mange en hiver, la relation avec nous-mêmes, comment la communication consciente peut nous aider à la développer et différentes approches, différents autres trucs et techniques que ça me fera plaisir de vous partager. Et là, le point guérison dans tout ça, pourquoi j'appelle ça communication et guérison? C'est d'abord peut-être parce que vous allez m'accompagner dans mon processus de libération de la douleur chronique, qui est une forme de guérison, et aussi parce que mes yeux s'ouvrent de plus en plus au cours des 6 derniers mois au pouvoir guérisseur de la communication, au pouvoir guérisseur des relations authentiques, douces, de la connexion. Je n'avais pas réalisé jusqu'à récemment parce que je suis tombé sur des livres où des chercheurs et des chercheuses qui ont passé leur vie à étudier ça en parlent avec clarté et motivation. Je n'avais pas réalisé à quel point notre rapport aux autres, la qualité de relation qu'on entretient avec les autres et avec nous-mêmes, a un impact majeur dans notre guérison. Et à plusieurs niveaux. Premièrement, guérison de groupes humains, par exemple, guérison de nos sociétés, guérison de nos couples, guérison de nos groupes de travail, guérison de nos groupes d'amis, guérison de nos groupes de colocation. J'ai été en colocation bien longtemps, moi. Un bon bout avec 5 personnes. 5 incluant moi. On va se parler de ça. Et je crois qu'il y a une profonde guérison qui peut être stimulée par la communication et la relation. On s'entend, je ne suis pas un médecin, parlez-en à votre médecin, c'est important, si vous avez la chance d'en avoir un. Ce que je veux vous partager, moi, c'est simplement, avec une grande modestie, le bilan de mes 18 années de douleur chronique et ce que j'ai lu et ce que j'ai expérimenté dans mon corps, sur mon chemin vers une guérison, ou ce que j'appellerais une libération de la douleur chronique. On arrive à la fin du podcast. Encore une fois, j'ai comme un peu mis la table plutôt pour la suite. J'ai juste envie de vous dire que ça me fait vraiment plaisir que vous m'écoutiez. Et si vous voulez me donner du feedback, c'est quelque chose qui me nourrit beaucoup. Avoir du feedback nourrit ma motivation. Avoir du feedback me donne des idées pour des prochains podcasts. Avoir du feedback nourrit le sens de pourquoi je fais ce podcast-là. Parce que le sens, pour moi, c'est contribuer. C'est être au service. C'est aider au rayonnement de cette chose tellement belle qui est prendre soin. Si ça vous tente de me donner du feedback, j'ai pensé à une manière pour recevoir du feedback qui prend soin de moi aussi. Naturellement, votre élan serait peut-être de m'écrire un email ou de m'envoyer un message Facebook. Étant donné la quantité d'emails ou de messages Facebook que je reçois, pour trouver un meilleur équilibre dans ma vie de gestion de mes communications, la manière préférée par laquelle j'aimerais recevoir votre feedback, si vous en avez l'élan, ce qui me fait vraiment plaisir, ce serait à travers mon site web, charlesauguste.com/podcast. J'ai aussi charlesauguste.ca/podcast. Si vous allez là, vous allez trouver une page qui parle un petit peu du podcast, qui va mettre les liens
Présentement, il n'est pas sur toutes les plateformes. Là. Je vais tranquillement l'ajouter sur les différentes plateformes, puis je vais mettre les liens là. Et il y a une place où ça va être écrit en gros « Donnez du feedback à Charles-Auguste ». Vous allez là, puis vous pouvez me donner du feedback. Vous pouvez me donner du feedback anonyme sur cette plateforme. Vous pouvez me donner du feedback avec votre nom pour que je sache c'est qui aussi. Si vous avez l'élan de le faire, faites-le. Ça me nourrit beaucoup, puis ça va me donner de la drive. Donc, je vous laisse avec, encore une fois, ma petite chanson thématique du podcast que je vais vous chanter. Je rajoute un autre bout de couplet par rapport à la dernière fois. Là. Tout ça est un work in progress. Hein? Vous l'aurez compris. Pour prendre soin de moi, ce que j'essaye, c'est pas du tout la perfection. C'est show up. Show up every time, puis faire un petit peu mieux à chaque fois. Parce que tout peut péter demain. J'apprendrai à prendre soin. Alors prends ma main dans le silence et on va tenter la chance. J'ai eu la mine basse et foiré dans mon lit, le marathon qui passe et moi je reste ici. J'aurais tellement voulu souvent une main d'un cheveu. J'ai commencé la semaine et je pétais le feu, mais j'arrive au mardi déjà cassé en deux. C'est pas de ma faute, j'ai rencontré un courant d'air. J'ai visé haut, j'ai tombé bas, et la douleur me rattrapa. C'est dans tes bras que j'irai en premier quand ce sera à refaire. Parce que tout peut péter demain. J'apprendrai à prendre soin. Alors tiens ma main dans le silence et on va tenter la chance. Prenez soin de vous.